Bonjour. Bien, bonjour à tous et à toutes. On voulait vous réunir aujourd'hui pour faire un point d'étape sur la commission d'enquête autour du contrôle des établissements, du contrôle de l'État, des établissements scolaires publics et privés, et surtout, en ce moment, vu l'affaire Betaram et le nombre de plaintes qui se multiplient, de comprendre comment l'État contrôle les établissements quand il y a suspicion de violence. Cette commission d'enquête, elle a quelques chiffres, puisqu'on en est à 1 mois de travail, et nous sommes à mi-parcours. Nous avons auditionné en tout 70 personnes aujourd'hui. On a mené 20 auditions et il nous en reste tout autant pour la deuxième partie, la suite en fait, après la coupure parlementaire. Il y a eu 3 visites de terrain avec les 2 co-rapporteurs, 10 institutions contrôlées, des milliers de feuilles de documents récupérées, analysées, lues et étudiées. Une centaine de contributions écrites, des témoignages nombreux, des mails de victimes très nombreux. Nous prenons ces témoignages et ces contributions écrites pour le rapport à venir. Ce qu'il nous reste à faire, je vous avais parlé des 3 grandes étapes. La première étape, c'était d'entendre les victimes. La seconde étape, c'était d'entendre les administrations, et notamment le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère de la Justice. Et la troisième étape, ce sera d'entendre les gouvernants, les anciens ministres de l'Éducation, la ministre actuelle, et bien sûr, dans les anciens ministres de l'Éducation, nous aurons François Bayrou. Donc la première étape d'entendre les victimes et les collectifs, surtout de victimes, est terminée. La deuxième étape est en cours. Nous la terminerons à la rentrée parlementaire, c'est-à-dire à partir de la semaine du 29 avril. Et la troisième étape, ce sera celle d'auditionner les ministres, aura lieu courant mai. Nous entendrons Mme Nicole Belloubet, M. Blanquer, M. Papendiaï, Mme Royal, Mme Borne et M. Darmanin. Nous finirons par Mme Borne, qui est la ministre d'exercice actuelle. Et nous entendrons notre Premier ministre, qui a été ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, le 14 mai à 17h. La convocation est envoyée, il sera bien là le 14 mai à 17h. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues pour vous faire le constat d'étape comme promis. Merci Madame la Présidente. Un petit point donc d'étape à mi-parcours de nos auditions. Nous vous avions dit notre sentiment que notre commission d'enquête était forte, qu'elle déployait sa force partout dans le pays à l'occasion de nos contrôles et ici à l'Assemblée nationale. Et je veux redire que jusqu'ici, toutes les portes nous ont été ouvertes, qu'à chaque fois que nous avons voulu exercer nos prérogatives, nous sommes parvenus à le faire, y compris là où des résistances dans le passé avaient pu se manifester. Je pense à l'évêché de Bayonne qui n'avait pas transmis l'ensemble des documents que la SIAZ lui demandait. Et l'évêque de Bayonne nous a reçus, la direction diocésaine des Pyrénées-Atlantiques nous a reçus il y a quelques semaines lorsque nous nous sommes rendus sur place. Vous dire aussi qu'y compris lorsque, à Riaumont, il y a quelques jours, lorsqu'avec Violette Spielbout, nous nous sommes rendus sur place dans cet ancien établissement hors contrat, même si notre contrôle s'est exercé dans des conditions de tension, avec la volonté de surveiller le contrôle, nous avons fait respecter nos pouvoirs, nos prérogatives, et notre contrôle a été conduit là où il devait l'être, et nous sommes repartis de Riaumont après avoir vu ce que nous voulions voir et en récupérant les documents que nous voulions saisir. Vous dire aussi que d'ores et déjà, le sentiment de force de cette commission peut trouver à être constaté après certains échanges. Je pense notamment à l'audition du secrétariat général à l'enseignement catholique, qui paraît marquer un changement très important, un changement de ton d'abord, car le secrétariat général à l'enseignement catholique, lorsqu'il s'adressait il y a quelques semaines encore au ministère de l'Éducation nationale par des courriers, le faisait avec une sorte d'aplomb.
dont on peut considérer qu'il était d'ailleurs déplacé, exigeant du ministère de l'Éducation nationale un certain nombre de choses, en particulier exigeant de lui qu'il renonce à des modalités de contrôle. Eh bien, lorsque nous avons entendu le secrétaire général, il est, je crois, revenu entièrement sur ce positionnement et souhaitant désormais que l'État puisse assurer le contrôle dans les établissements scolaires, y compris en matière de vie scolaire, qui est un changement très important. Et le secrétaire général a aussi pris l'engagement que le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui en matière de prévention des violences sexuelles est un enseignement qui est indispensable, le secrétaire général a pris l'engagement que cet enseignement soit dispensé partout dans les établissements privés sous contrat qui relèvent du SGEC, tel qu'il est dispensé dans l'école publique. Ce sont des points importants, des premiers points importants qui témoignent de la force de nos travaux, mais je laisse Pitbout poursuivre. Bonjour à tous. La force de nos travaux, c'est aussi la modification d'un certain nombre de contrôles en même temps que nous menons nos travaux de commission d'enquête, et c'est l'accélération d'un certain nombre de process. Alors la modification, c'est par exemple lorsque nous étions sur place avec mon co-rapporteur Paul Vanier dans le sud-ouest, en discussion avec la rectrice à Bordeaux, et nous lui avons fait part de la façon dont les élèves étaient sélectionnés pour être auditionnés pendant l'inspection académique au collège Boramo qui était en train de se dérouler. Il nous semblait qu'il n'y avait pas suffisamment de place à l'aléatoire, à l'inopiné, à pouvoir entendre la parole de ceux qui n'avaient pas été sélectionnés, et elle a immédiatement pris son téléphone, ce qui a permis de modifier la méthode d'inspection dans ce collège particulièrement sous les regards, y compris médiatiques aujourd'hui. Deuxième sujet sur la force de cette commission, l'accélération d'un certain nombre de réunions, de procédures qui sont en discussion depuis longtemps. Je pense par exemple au témoignage de la directrice générale du 119, ce numéro de téléphone de protection et de signalement dédié spécifiquement aux violences faites aux enfants, qui nous a indiqué à quel point notre commission d'enquête accélérait les relations et les réunions de travail avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Justice pour que les signalements remontent plus vite et soient traités plus vite. Et puis, troisième accélération qui montre la force de cette commission d'enquête, c'est ce plan d'action qui a été annoncé 4 jours après la première visite sur place de Paul Vanier et moi-même dans le cadre de la commission d'enquête au ministère de l'Éducation nationale. Ce plan d'action de la ministre d'État, Madame Elisabeth Borne, Brisons le silence, qui comprend un questionnaire adressé aux élèves et qui comprend l'extension de l'application Fait établissement, une application de signalement de violence et de manquement aux règles de la République, au secteur de l'enseignement privé. Projet qui était dans les cartons depuis 6 ans. Nous l'avons mesuré à travers les documents et qui a pu être accéléré à travers l'action que nous menons pour cette commission d'enquête. Après la force de cette commission d'enquête, nous vous avions parlé aussi, dès le démarrage, de l'utilité de cette commission d'enquête. L'utilité de cette commission d'enquête, elle est avant tout, on le voit, la libération de la parole. Une libération de la parole massive, à la fois au sein de collectifs qui étaient déjà constitués, à Bétharram, à Ustaritz, à Riomont, mais aussi par les témoignages que vous a évoqué notre présidente, puisqu'on a une centaine de mails qu'on reçoit, Paul Vanier, Fatia Kelwachi et moi-même directement, de personnes qui osent parler aujourd'hui. Et cette libération de la parole, elle se manifeste par la concrétisation de divers collectifs. Nous en avons auditionné dès les premiers jours une dizaine, mais encore aujourd'hui, il y en a qui sont en formation. J'ai été moi-même contactée par un Lillois qui avait été victime de violences dans un établissement privé de Bretagne. Et dans l'échange que j'ai eu avec lui pendant 1 heure cette semaine, il a finalement compris comment fonctionnaient les autres. On lui a expliqué ce qui se passait en ce moment et il a pris la décision de fonder un collectif sur l'établissement avec les différentes personnes avec qui il parlait sur Facebook. Donc on voit à quel point cette commission est utile. Et puis les plaintes, je parlais de Bétharram, plus de 200 plaintes, Ustaritz, 11 plaintes, Neuilly qui fait l'actualité aujourd'hui avec des plaintes en cours de dépôt, et puis Riomont dans ma région des Hauts-de-France où il y a déjà de nombreuses plaintes qui étaient pour toutes prescrites. Et hier a été annoncé le dépôt d'une plainte non prescrite qui va certainement pouvoir faire réouvrir l'action judiciaire et l'étendre aux années passées où ces enfants, ces jeunes garçons ont été victimes de violences. Donc une utilité qui n'est plus à démontrer. Une utilité que
croyons manifester également, et c'est une obligation, bien sûr, des députés, mais en faisant des articles 40, en signalant au procureur de la République partout en France des signalements qui nous sont transmis à Fatia Kelawachi, à Violette Spilbout ou à moi-même. Et nous avons ensemble, tous les trois, déjà adressé 10 articles 40 à des procureurs partout en France. Et nous sommes en train de traiter 12 signalements supplémentaires. Donc nous sommes à plus d'une bonne vingtaine de signalements qui concernent des faits qui se seraient produits dans 16 départements. Et nous pensons qu'évidemment, notre rôle est de continuer à mobiliser l'institution judiciaire pour que ces signalements soient traités et pour que d'éventuelles justices soient engagées. Vous dire aussi que nous nous réjouissons de voir qu'à l'occasion de nos auditions, des réponses très concrètes ont pu être apportées à la fois aux victimes en leur rappelant que lorsqu'elles portent plainte, y compris quand ces plaintes peuvent concerner des faits qui sont prescrits, eh bien des enquêtes sont ouvertes, sont systématiquement ouvertes, qu'elles peuvent conduire à identifier des agresseurs et qu'elles peuvent donc conduire à empêcher que ces agresseurs agissent demain et se satisfaire que lors de nos auditions, des rappels aient pu être, nous l'espérons, entendus par le plus grand nombre, et notamment par les personnels de l'éducation nationale, les personnels qui sont parfois au contact des victimes, la nécessité notamment de faire des informations préoccupantes, la nécessité de se saisir, là encore, de l'article 40. Ce sont des éléments importants qui, tout de suite, maintenant, nous permettent de lutter contre les phénomènes de violence faits aux enfants dans les établissements scolaires. Alors, forte, utile, notre commission d'enquête est, nous en avons la certitude, très attendue par les victimes, et vous dire l'émotion que nous rencontrons à la fois lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous les entendons, le sens de la responsabilité qui nous accompagne lorsque ces victimes nous indiquent qu'elles ont le sentiment pour la première fois qu'à travers notre action, il y a une reconnaissance de la part des institutions, des services de l'État. Et vous dire que cette émotion, elle est aussi palpable chez ceux qui, au moment où ces faits parfois ont été signalés dans les années 80-90, ont tenté d'investiguer, de les arrêter, et qui peuvent avoir un sentiment d'inachevé, d'amertume, de frustration, et qui se remémorant des faits anciens à la lumière d'informations qui sont apparues depuis, eh bien, nous partagent leur sentiment de voir ce système de contrôle évoluer très fortement pour demain empêcher de nouveaux crimes. Vous dire que ce sentiment d'attente, nous le percevons aussi lorsque les caméras s'éteignent ou à l'issue de certaines tables rondes que nous avons conduites un peu partout dans le pays depuis désormais un mois, des fonctionnaires viennent nous saluer, nous remercier pour notre travail, nous encourager à poursuivre, parce que eux qui sont d'un certain point de vue en première ligne savent qu'il manque parfois d'outils pour agir, savent qu'il faut faire évoluer le cadre législatif pour être plus fort, plus à même d'empêcher ces violences physiques, psychologiques, sexuelles dans les établissements scolaires. Et vous dire enfin que cette attente, c'est celle de toute la société. Certaines victimes ont parlé d'un MeToo scolaire, et nous savons que nos travaux sont regardés, écoutés avec beaucoup d'attention par toutes les Françaises et par tous les Français qui, toutes et tous, directement ou indirectement, ont eu affaire à cette question des violences sur les enfants, qui sont des violences de masse, qu'il s'agisse des violences physiques ou des violences sexuelles, qui touchent et ont touché des centaines de milliers, des millions de nos compatriotes. C'est aussi en ayant cela à l'esprit que nous travaillons. Vous l'avez compris, cette commission d'enquête, elle est forte, elle est utile et elle est très attendue. Nous mesurons cette responsabilité que nous avons de poursuivre les travaux en toute indépendance et avec extrêmement de sérieux, malgré une émotion qui parfois peut être extrêmement forte. Et cette émotion, cette amertume, les regrets, les frustrations, cela guide aussi l'engagement avec lequel nous travaillons déjà sur des constats qui nous amèneront à des propositions. Alors, ces premiers constats, on vous en a déjà partagé quelques-uns au moment de la visite sur place, notamment dans le sud-ouest et à Riomont. C'est le constat de la désorganisation, des responsabilités, et donc de la déresponsabilisation d'un certain nombre d'acteurs sur le recueil de la parole, le suivi des signalements, le traitement de ces signalements et le retour à ceux qui ont été les lanceurs d'alerte.
Cette absence de retour est particulièrement déresponsabilisante. Cela fait baisser les bras à des parents, à des enseignants, et je pense en particulier aux chefs d'établissement du premier degré, qui sont souvent très seuls par rapport à ces sujets de libération de la parole, et qui, lorsqu'ils n'ont plus aucune nouvelle après avoir fait une information préoccupante ou un signalement, eh bien, peuvent baisser les bras. C'est aussi ça que nous combattons. Il faut absolument que notre commission d'enquête soit utile pour l'avenir. Deuxième constat, le sujet du tabou sur les contrôles dans les établissements privés. Il ne vous a pas échappé, on a parlé beaucoup pour Betterham, mais on le voit pour beaucoup d'autres cas, que pendant des années, des dizaines d'années, des établissements privés sous contrat n'ont vu aucun inspecteur pour un contrôle administratif ou un contrôle de climat scolaire. Donc cela, il va falloir que ça change. Nous travaillons sur les perspectives, mais un tabou en particulier parce qu'on voit que dans le domaine des établissements privés sous contrat, il y a 2 poids 2 mesures. Et ça, je peux le dire de la même façon, avec beaucoup d'objectivité, parce que hier, nous avions une audition avec 2 préfets qui avaient mené un certain nombre d'investigations avec l'éducation nationale, la justice, les départements, les services financiers, pour rompre des contrats d'établissements musulmans privés sous contrat, et qui avaient donc été jusqu'au bout de cette procédure. Nous avons vu quels moyens les préfets peuvent mettre en œuvre aux côtés des recteurs pour agir, pour faire d'un signalement un certain nombre d'enquêtes et d'investigations et rendre concret jusqu'à ce qu'il y ait une décision autour d'une commission de concertation. Il est donc possible de faire agir ces mêmes moyens pour lutter contre les violences faites à l'école et pour lutter contre des violences systémiques passées, mais aussi actuelles. Quand nous sortons de Riaumont, quand nous sortons de Betterham, on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des sujets de violence. Encore aujourd'hui, nous mesurons à quel point les ramifications parfois financières, les liens de non-indépendance ou les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les OGEC, les parents d'élèves, tous ces sujets-là méritent plus de transparence et des enquêtes approfondies qui ne peuvent pas se limiter, comme au Boramo aujourd'hui, à une inspection académique simple. Donc oui, les préfets ont le pouvoir d'agir aujourd'hui et cela guidera une partie de nos réflexions qui seront des propositions concrètes à la fin du mois de juin autour de la fréquence des contrôles, des modalités de contrôle, de qui a le pouvoir de contrôler et comment, et du suivi et de l'effectivité de ces contrôles dans le temps après que les rapports aient été rendus. Vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail. Et puis, dernier constat avant l'échange avec vous, mais ce matin, nous avions 3 auditions très importantes, celle de l'inspecteur qui s'est rendu à Betterham en 1996, celle du gendarme Hontan et celle du juge Mirande. 3 auditions très importantes qui, pour nous, témoignent, remettent en cause la version du Premier ministre, de François Bayrou, sa version de sa connaissance des faits de violence physique et de violence sexuelle à l'époque, et puis qui interroge sur son inaction, sur les propos qu'il a tenus aussi devant les députés, ici à l'Assemblée nationale, et devant les victimes de Betterham à Pau en février 2025. Ce matin, sous serment, devant la commission d'enquête, un gendarme avec des états de service exceptionnels, le juge Mirande, ont témoigné de façon parfaitement concordante, ont point par point contredit les propos de l'actuel Premier ministre et nous ont présenté des témoignages qui, disent-ils, sont corroborés par des témoins, par un autre gendarme, un autre membre de la section de recherche de Pau, par l'entourage familial du juge Mirande. Évidemment, ce sont des témoignages que nous avons cherché à vérifier dans le cadre de la poursuite de nos travaux, mais ils paraissent très importants à l'approche de la convocation et de l'audition de François Bayrou. Enfin, un mot sur ce que peut-être nous retenons de l'échange avec M. Latrubès, l'inspecteur d'académie qui s'est rendu à Betterham en 1996, le sentiment qu'il avait là face à lui une forme de mission impossible à remplir, puisque convoqué la veille pour le lendemain,
envoyé à plusieurs centaines de kilomètres de là où il était pour réaliser en une journée le contrôle d'un établissement tout entier, pour réaliser ce contrôle seul, un contrôle qu'il n'avait jamais auparavant, au cours de sa carrière, réalisé dans un type d'établissement, un établissement privé sous contrat qu'il ne connaissait pas, un contrôle réalisé un vendredi, un rapport devant être rendu, et il l'a rendu le lundi, et qui sera le mardi matin sur la table de François Bayrou, alors sur le bureau de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. Rapport très succinct, rapport contradictoire qui, par bien des aspects, donne le sentiment d'être un rapport de complaisance, une inspection de complaisance sur la commande de qui et au service de qui. Ce sont des questions qui restent devant nous et que nous allons continuer à poser dans le cadre des futures auditions qui se dessinent maintenant. Voilà, et peut-être l'échange maintenant avec vous pour répondre à vos questions. S'il y en a. Monsieur. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition avec François Bayrou? Alors, je pense que principalement ce matin, les 3 auditions, si vous voulez les regarder, je pense qu'il faut absolument les regarder. Elles nous ont apporté des éléments probants, concrets, pour questionner convenablement François Bayrou. Il y a, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que ce 14 mai, ce soit un jour de vérité. Ça va être un moment important pour la Commission parce que ce que l'on a entendu ce matin, c'est clairement des propos contradictoires par rapport aux déclarations de François Bayrou. Donc ce qu'on attend, c'est un vrai moment de vérité et à la lumière de ce qu'on a entendu. Madame. Marie-Bénédicte Berger. Pour vous, Madame Spilbou, la formation politique appartient au socle commun. Avec François Bayrou, est-ce que cette audition du Premier ministre va être abordée, comment vous allez l'aborder, vous? Je vais l'aborder comme l'ensemble des auditions et des déplacements que nous faisons avec Paul Vannier depuis le début de cette commission d'enquête, avec indépendance, avec liberté et avec peut-être ce qui guide mon action de parlementaire dans cette commission d'enquête, avec des pouvoirs forts, importants. C'est l'honnêteté et le respect des victimes. Ce que l'on a entendu ce matin, c'est que si le père Caricart n'avait pas été remis en liberté alors qu'il avait violé un jeune homme et un deuxième dont la plainte venait d'arriver, les investigations auraient pu continuer parce que sa remise en liberté a été suivie d'un déplacement vers l'Italie et que s'il n'y avait pas eu cette action et toute la chaîne des actions dans ce dossier, eh bien, des centaines de victimes auraient pu non seulement obtenir justice, mais aussi être épargnées. Et je crois qu'au titre de cette responsabilité et de ce respect pour les victimes, je me dois, comme Paul Vannier, comme l'ensemble des députés qui sont membres de cette commission d'enquête, de mener les auditions tout simplement avec authenticité, sérieux et responsabilité. Monsieur. Durant le gala du Velox, vous comptez auditionner peut-être justement le procureur général ou l'avocat général ou la chambre d'accusation qui ont été à l'origine de la libération du contrôle judiciaire? Alors c'est une question que nous sommes posées ce matin à la conclusion de notre échange avec le juge Mirand et le gendarme Contant. Le procureur général du parquet qui était à la tête du parquet de Pau dans les années 90 est décédé, mais puisque la décision de remise en liberté sous contrôle judiciaire du père Caricart en 1996, en 98 pardon, est prise de façon collégiale, nous allons chercher à identifier les magistrats qui ont pris cette décision. Et si un ou plusieurs d'entre eux sont vivants, eh bien nous les entendrons pour faire toute la lumière, encore une fois, sur les conditions de cette libération qui, d'abord, est choquante sur le plan des principes, mais surtout a contribué à arrêter les actions des enquêteurs et probablement cette libération a empêché de mettre un terme à l'enfer de Bétarab. Et que si les investigations avaient pu se poursuivre, probablement que des dizaines, des centaines de vies de jeunes enfants et de jeunes adolescents auraient pu être sauvés. C'est donc un point absolument crucial et nous essaierons de l'éclaircir, bien sûr. Et puis, peut-être une précision au retour, après la rentrée parlementaire, nous auditionnerons la conférence des procureurs. Ce matin, le rôle de la justice a été largement décortiqué dans l'enchaînement des faits.
l'intervention d'un procureur général sur un juge d'instruction, les modalités par lesquelles un procureur général s'adresse à un ministre de la Justice, sur quel type d'affaires. On a besoin aussi d'être éclairci sur ce sujet de Betaram, mais du coup, sur la façon dont des affaires de viol sur mineurs étaient et sont aujourd'hui menées par le ministère de la Justice. Là aussi, la parole des victimes, c'est les classements sans suite, c'est la longueur des procédures, c'est l'absence d'informations et de retour d'informations aux lanceurs d'alerte, aux parents, aux établissements, aux victimes elles-mêmes. Et dans certains dossiers, on voit que ça va très vite et que c'est très clair. Donc sur ce point-là aussi, il nous faudra travailler et c'est la raison pour laquelle nous recevons les procureurs. Monsieur. Quelques éléments de calendrier. Il est toujours prévu que vous receviez les représentants de l'enseignement musulman, juif et laïque hors contrat, laïque non catholique. Oui, on a dû décaler l'audition pour un problème d'agenda et d'une proposition de loi qu'on devait étudier en commission. Et bien sûr, c'est décalé à la rentrée donc, et avant l'audition des ministres. Donc, tout à fait. Sur le contrôle de l'enseignement privé catholique, est-ce que vous avez déjà une idée du principal problème? Est-ce que c'est la multiplicité des instances et qui sont censées exercer un contrôle et qui n'exercent pas vraiment? Et puis qu'est-ce qui ressort de l'audition? Et le principal problème est que ce contrôle est inexistant. Donc il n'y a pas de contrôle et donc il s'agira ensuite de réfléchir à comment il est possible d'améliorer les contrôles une fois qu'ils auront lieu. Donc, il y a des décisions récentes qui ont été annoncées par la ministre de renforcement des moyens du contrôle, avec des inspecteurs qui seraient dédiés. Il y a un guide du contrôle qui a été élaboré et que ces inspecteurs doivent maintenant utiliser. Mais ce qu'on peut en tout cas affirmer à cette étape, c'est que grâce aux documents que nous avons saisis, aux auditions que nous avons conduites, nous voyons que ce renforcement des moyens de contrôle des établissements privés sous contrat, je veux redire que 2 millions d'élèves sont scolarisés dans ces établissements, eh bien, ce renforcement des moyens de contrôle a été considérablement ralenti, freiné par l'action, en particulier du secrétariat général de l'enseignement catholique, dans la coulisse, qui, pendant des années, a cherché à reporter, à contester une intention de politique qui visait, au fond, à garantir le droit commun à tous les élèves de France, quel que soit le statut de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Donc là, il y a un changement de ton, il y a sans doute un changement de contexte politique auquel nous contribuons, dont nous nous réjouissons, qui doit amener à une rupture en matière de contrôle et à ce que d'aucun contrôle, nous passions à, non pas quantité de contrôle, mais à des contrôles comme ils sont menés ailleurs, et notamment dans les établissements publics de notre pays. Il y a aussi deux autres questions qui se posent et qui vont se poser à l'avenir. C'est quand il y a contrôle, comment se passe le contrôle? Parce qu'en réalité, l'éducation nationale va contrôler les personnels de l'éducation nationale, donc les enseignants. Comment on peut agir, faire des préconisations sur des chefs d'établissement et le personnel de la vie scolaire, dont par exemple les surveillants, qui ne font pas partie de l'éducation nationale et qui sont nommés par le diocèse. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser pour demain. Et puis la deuxième question moi en tout cas qui m'inquiète, c'est quid des contrôles inopinés? Il n'y a pas, ou presque pas, de contrôle inopiné. Ben là, je ne parle pas que dans l'enseignement privé, parce que dans l'enseignement privé, il n'y a quasi pas de contrôle, on l'a bien compris. Là, je parle aussi l'enseignement public. Pourquoi l'éducation nationale ne fait pas de contrôle inopiné? On n'en fait quasiment pas. Et ça, il faut vraiment se poser la question, puisque quand il y a des contrôles d'URSSAF pour les entreprises ou des contrôles d'hygiène, ils sont inopinés, on ne prévient pas 48 heures à l'avance. Pour l'éducation nationale, ça n'est pas, en tout cas dans la culture de l'éducation nationale, de faire des contrôles inopinés, et je pense que ça doit le devenir. Monsieur ? Par rapport à votre première observation sur effectivement les personnels donc, de direction et surveillants qui ne sont pas dans le privé, qui ne sont pas dans le responsabilité de l'éducation nationale, est-ce que ça veut dire que finalement la loi de Debré, la question de la modification de la loi de Debré se pose? Je pense qu'il ne faut s'interdire aucune question au regard de la gravité des faits qu'on soulève, des documents qu'on réunit et des réflexions qui s'ouvrent à nous. Un exemple quand même d'action sur le cas de l'Immaculée Conception à Pau.
c'est que dans ce cas où on avait un chef d'établissement, les chefs d'établissement des établissements catholiques sous contrat ne sont pas des personnels de l'éducation nationale, un chef d'établissement mis en cause et une rectrice qui a pu prendre une sanction disciplinaire de rupture du contrat et d'éloignement pendant 3 ans. Donc, malgré le fait que dans les textes, il n'existe pas aujourd'hui de pouvoir disciplinaire direct de l'éducation nationale sur les personnels périéducatifs et les chefs d'établissement privés, il y a eu quand même une action de force de la rectrice. Donc ça ouvre le champ, bien sûr, aux réflexions. Je crois pouvoir dire aussi que dans les discussions avec le SGEC lors de la table ronde, il a été ouvert aux inspections sur le sujet de la vie scolaire, plutôt en fin d'audition. Au début d'audition, ce n'était pas ouvert. Et en fin d'audition, nous sommes convenus que c'était un champ à explorer. Donc cette loi Debré, oui, qui date, elle a un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui ne sont pas adaptées à pouvoir s'assurer de la sécurité des élèves dans tous les établissements en France. Et donc je crois qu'il ne faut rien s'interdire dans les propositions que nous ferons. Oui, Monsieur Vanier, vous dites que les auditions de ce matin, les témoignages vont être vérifiés, que le travail de la commission se poursuit. Et en même temps, sur vos réseaux, vous dénoncez déjà les mensonges de François Bayrou. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Alors, il n'y a rien à vérifier des déclarations qui ont été faites sous serment ce matin. Par contre, les auditionnés nous ont indiqué que d'autres qu'eux avaient constaté ce qu'ils nous ont rapporté. C'est-à-dire deux gendarmes au moins affirment aujourd'hui que le procureur général de Pau a demandé d'accéder au dossier du père Caricart sur demande de François Bayrou. Comme nous avons entendu un de ces gendarmes, nous allons nous tourner vers le second pour vérifier qu'en effet, il l'a bien constaté. Le juge Mirande nous a affirmé ce matin, en contredisant là entièrement ce que oui, je considère comme un mensonge de François Bayrou. Quand François Bayrou dit qu'il a rencontré fortuitement sur un chemin, pendant un bref instant, le juge Mirande, et que le juge Mirande, sous serment, nous indique que François Bayrou est venu chez lui et qu'il a discuté pendant plusieurs heures avec lui de la situation du père Caricart, oui, je pense que le Premier ministre a menti. Le juge Mirande, dans son audition ce matin, nous indique qu'il y avait des témoins de cet échange. Sa fille notamment, qui était chez lui à ce moment-là. Et donc, nous allons chercher à vérifier les déclarations, plutôt à compléter les déclarations du juge Mirande, en nous adressant peut-être à sa fille pour savoir si, en effet, ce jour-là, elle était bien là et qu'elle peut attester, elle aussi, de la présence de François Bayrou pendant au moins 2 heures au domicile de son père. Voilà pour peut-être repréciser ce que vous n'avez peut-être pas bien compris à la fois de ce qu'ont dit les auditionnés ce matin et des conclusions que nous pouvons en tirer. Oui ? Votre premier constat était celui d'une déresponsabilisation des acteurs de l'éducation nationale, j'imagine, sur le recueil de la parole des victimes, des enfants essentiellement, sur le traitement des signalements également. Est-ce que c'est un constat que vous faites sur les affaires Betaram qui datent un peu, on a parlé ce matin d'affaires qui datent de 96-98, ou est-ce que ce constat vous le faites aussi aujourd'hui? Et question connexe, comment vous expliquez-vous? Est-ce que vous avez déjà des pistes d'explication sur cette déresponsabilisation, je comprends généralisée, des acteurs de l'éducation nationale sur le traitement des signalements de violences commises par les adultes? C'est le cœur de la commission d'enquête. Oui. C'est l'efficacité de ces contrôles. La loi définit les contrôles, comment ils sont mis en œuvre, comment ils sont appliqués, comment ils sont efficaces pour éviter les dérives, que ce soit par rapport aux règles de la République, au respect des programmes pédagogiques, au respect des financements des établissements privés et au respect du climat scolaire serein et bienveillant qui permet l'épanouissement de l'enfant. Donc, ce constat, il vient des professionnels eux-mêmes. On a entendu les syndicats de l'enseignement public, on entendra dans 15 jours ceux de l'enseignement privé. On a entendu les associations, comme le 119, les associations qui interviennent aussi dans les écoles et qui sont aux côtés des enseignants. On a entendu des fonctionnaires des départements, du ministère de la Justice, de l'Action sociale. Tous, l'un ou l'autre, nous expliquent que des procédures existent, mais ce que l'on voit, c'est qu'elles sont aléatoires, diverses selon les territoires, mal connues. Par exemple, le sujet de l'exercice de l'article 40, qui est l'obligation pour un fonctionnaire de dénoncer des faits dont il a connaissance,
est très peu appliqué, soumis à un certain nombre de pressions institutionnelles directes ou imaginées qui sont de devoir faire remonter à la hiérarchie, pas être autorisé à le faire soi-même. Selon certaines régions, on nous dit on doit, quand on fait un article 40 ou quand on fait une information préoccupante, en faire copie aux parents. Tout cela est divers, aléatoire et forcément entraîne une déresponsabilisation à différents étages. Et puis, je passe aussi par les nombreux numéros de téléphone d'urgence. Il y a le 119, mais il n'y a pas que le 119. Il y a d'autres numéros de téléphone, des numéros de signalement, des signalements aussi qui sont faits et transmis entre l'éducation nationale et les parquets de façon informelle par des appels téléphoniques. Tous ces témoignages, nous les analysons et nous allons effectivement faire des propositions de cadrage et de déploiement aussi sur les territoires, notamment dans l'enseignement privé, d'un certain nombre de règles qui sont peut-être bien vues au niveau national par un SGEC qui nous a expliqué vouloir faire en sorte que la parole soit libérée et que les informations préoccupantes ou les signalements soient faits rapidement, mais qui, d'un autre côté, nous explique qu'il n'a pas autorité hiérarchique sur les directeurs diocésains et les directeurs diocésains qui nous expliquent la même chose sur les chefs d'établissement. Et donc, on voit là que dans le domaine notamment du privé, il y a un travail de proposition extrêmement concrète à formaliser. Ça sera l'objet de notre rapport. Voilà. Vous avez parlé de conflit d'intérêts. Est-ce que vous pouvez élaborer ? Le conflit d'intérêts, en tout cas celui que j'évoque, est un conflit d'intérêts qui a été soulevé par une de nos collègues en commission d'enquête, Marie Messmer, sur des établissements bretons en particulier, où il y a de nombreux collectifs qui sont en train de naître, des établissements privés catholiques sous contrat, ou de tradition. Il y a un mari qui est administrateur de l'OGEC, qui gère donc les financements de l'établissement et le recrutement des personnels, qui est donc employeur des personnels périéducatifs de l'établissement, et la femme qui est membre de l'APEL, ou au conseil d'administration de l'APEL, l'association des parents d'élèves unique de cet établissement. On peut donc imaginer que ces situations courantes de couples qui ont des intérêts divergents entre l'emploi des personnels périéducatifs et la représentation de la voix des élèves et des parents d'élèves puissent interférer lorsqu'il y a une déclaration de violence commise par un adulte encadrant sur un enfant. Il semble que cet usage soit assez répandu, particulièrement en Bretagne, mais dans d'autres établissements en France. La présidente de l'Appel national nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que ces pratiques perdurent et qu'il lui reviendrait de vérifier que ça ne perdure pas. Et puis, je crois que ça a été la même chose dans l'enseignement catholique auprès du SGEC qui nous a fait part du même avis. Donc voilà, on a des constats partagés et maintenant, il va falloir que la mise en œuvre soit opérationnelle. Robin Richardot pour Le Monde. Lors de vos auditions, au-delà du cas de Taram, bien entendu, vous semblez vous être penché en particulier sur les cas de Stanislas et Averroès. Pourquoi ces deux établissements en particulier? Qu'est-ce que ça apporte à vos recherches? D'abord parce que rentrer dans des exemples particuliers peut éclairer des mécanismes, des procédures, et que ces deux établissements ont été l'objet de contrôles très approfondis parce que conduits par l'Inspection générale de l'éducation nationale. Et comme c'est le niveau de contrôle le plus élevé, le plus important, il est utile, je crois, d'apprécier l'efficacité, les conclusions auxquelles peuvent conduire des inspections générales. Mais aussi parce que la comparaison du traitement réservé à ces deux établissements, le collège Stanislas, établissement privé relevant du réseau catholique, scolarisant des enfants de ministres, des enfants de PDG du CAC 40, piétinant littéralement la loi de Bré, c'est-à-dire ne respectant pas la liberté de conscience des élèves, traitant de façon discriminatoire ceux qui veulent s'y inscrire, ne prodiguant pas les programmes tels qu'ils sont dispensés dans l'enseignement public. Je pense notamment au programme de SVT et en particulier à ceux qui relèvent des enjeux de contraception. Nous avons cette situation d'un côté, et c'est l'inspection générale qui le dit. Et puis de l'autre, nous avons le lycée Averroès, 50% de boursiers, qui relève du réseau musulman, qui est à Lille, auquel sont opposés beaucoup de griefs, mais des griefs qui sont discutés d'une administration à une autre, et établissement dont l'inspection générale dit au fond qu'il est un établissement d'excellence et qui est perçu par l'inspection générale sur le plan pédagogique comme un établissement qui fonctionne très positivement. Le collège catholique voit son contrat d'association perdurer, l'établissement musulman, son contrat d'association rompu dans des circonstances absolument exceptionnelles, parce que d'abord c'est exceptionnel de rompre un contrat d'association,
Le lycée Averroès est le deuxième établissement de France depuis 1959 et le vote de la loi Debré à avoir perdu son contrat d'association. Je veux rappeler qu'il y a aujourd'hui 7500 établissements, donc c'est extrêmement rare qu'il perd son contrat d'association immédiatement, alors que du côté du ministère de l'Éducation nationale, les affaires juridiques rappellent que systématiquement, des recommandations doivent être transmises aux établissements, leur permettre d'y répondre avant éventuellement d'envisager cette rupture du contrat d'association. Violette Speedboot tout à l'heure parlait d'un 2 poids 2 mesures. Ici, il est absolument choquant et du point de vue du principe, il y a des choses qui doivent interroger. Nous sommes en République, l'égalité de traitement doit toujours prévaloir. Et du point de vue des conséquences de ce 2 poids 2 mesures, il y a là aussi une question qui est extrêmement grave, puisque les moyens qui se concentrent manifestement sur les établissements musulmans manquent ailleurs. Et là où des victimes parlent, des victimes disent avoir été l'objet de violences physiques, de violences sexuelles, eh bien si des moyens aussi importants de contrôle étaient déployés, et aujourd'hui, maintenant, ces moyens permettraient peut-être d'identifier des agresseurs passés ou présents, de protéger tous les enfants. Ces moyens manquent parce que sans doute que ces moyens se concentrent à certains endroits, toujours aux mêmes endroits, dans ces établissements musulmans. Et je veux redire, et je termine avec cet élément, 11 établissements musulmans étaient sous contrat il y a encore quelques mois sur 7500 établissements. 2 d'entre eux ont perdu leur contrat ces derniers mois. 2 sur 11, 11 sur 7500 établissements. La loi Debré est en vigueur depuis 1959. 3 établissements seulement ont perdu leur contrat. 3 en 65 ans, dont 2 musulmans. Je vais ajouter un élément. Quand il y a un contrôle préfecture, il y a en gros, en réalité, 9 à 10 contrôles. Il y a un contrôle pompier, il y a un contrôle financier, et il y a aussi une possibilité d'évaluation pédagogique, de contrôle pédagogique. Moi, je m'arrêterai juste au pédagogique. L'éducation nationale, quand elle fait un contrôle pédagogique, elle met en demeure l'établissement de se mettre aux normes des programmes éducation nationale. Une mise en demeure, c'est une recommandation. Ensuite, normalement, les inspecteurs reviennent quelques mois plus tard, parfois une année, pour voir si la mise en demeure a été respectée et si l'établissement s'est mis aux normes. Pour le lycée Averroès, il n'y a pas eu de mise en demeure. Il n'y a eu aucune mise en demeure et donc la rupture de contrat s'est faite sans aucune recommandation préalable, sans aucune mise en demeure. Et je crois que c'est absolument important de le dire. Et peut-être ajouter une chose par rapport à votre question sur Stanislas et Averroès, qui ne sont pas des cas de violence, on va dire, physique, psychologique ou sexuelle envers des enfants, et pourquoi on a été regarder ces sujets. Alors dans le cas de Stanislas, ça se discute, parce que lorsqu'on parle d'homophobie, lorsqu'on parle de racisme, c'est une forme de violence envers l'identité même de l'enfant qui se construit. Et donc, on peut considérer que ça rentre dans le champ de notre commission d'enquête. Dans le cas d'Averroès, ce sont d'autres sujets, respect des valeurs de la République qui ont été invoqués, contrôle financier extrêmement approfondi, en particulier sur les financements publics, sur les financements privés, sur les financements étrangers. En revanche, ce qui nous a intéressés et motivés dans l'analyse de ce dossier et dans l'audition des préfets, c'est comment une inspection générale de l'éducation nationale est déclenchée au regard d'une inspection académique. Dans quel cas on fait l'une ou l'autre. On a d'ailleurs interrogé aussi les inspecteurs de l'éducation nationale au niveau de l'inspection générale. La réponse n'est pas aujourd'hui extrêmement claire. On nous parle de critères de gravité, de médiatisation, d'urgence. Mais on voit que ce sujet mérite d'être requestionné. Et puis c'est la façon dont, lorsqu'il y a un signalement sur un établissement, quel qu'il soit, qu'il vienne de l'éducation nationale ou ailleurs, comment un préfet est en capacité de se saisir de ce signalement, comment il est en capacité d'élargir les contrôles à d'autres domaines que celui du signalement. Si c'est un signalement financier, il peut déclencher éducation nationale, justice, pompiers, ou si c'est un signalement violence faite aux enfants, de la même façon, il peut déclencher d'autres contrôles. Et comment ces pouvoirs élargis des préfets peuvent aujourd'hui servir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est des établissements privés sous contrat où il y a eu des violences sexuelles et où il n'y a pas eu ce type d'action. Et je prendrai l'exemple du contrôle actuellement sur l'établissement collège Le Beau Rameau, qui fait l'objet d'une inspection académique, donc au niveau de
de l'académie, du territoire de la région, et pas d'une inspection générale, ni à notre connaissance d'une inspection des services financiers, ni de l'ERP et des pompiers. Et la comparaison de ces méthodes de contrôle de l'État, c'est bien là le cœur de notre action. En revanche, nous ne traiterons pas de la même façon le contenu. Et puis peut-être dernière chose, dans le cas d'Averroès, il y a encore une affaire judiciaire suspendue à un appel. Donc nous, on n'est pas là pour rejuger le sujet de Averroès. Il y a eu des arguments pour et contre qui ont été largement développés, y compris dans la presse. En revanche, l'exemple de l'utilisation de ces argumentaires et de ces investigations pour justifier des décisions de l'État nous semble être au cœur de la commission de l'enquête. Vos investigations se concentrent quand même beaucoup sur l'enseignement privé sous contrat, même si on a entendu les inspecteurs généraux. C'est un choix, c'est l'importance de l'affaire Pétaram qui s'impose à vous de s'améliorer au monde. Ou est-ce que vous serez amené aussi à vous intéresser à ce qui peut se passer? Il y a des violences éducatives, parfois ordinaires, qui sont commises dans les établissements publics. On en a peu entendu parler finalement. Sans doute parce que ceux que nous auditionnons les évoquent moins, parce que la grande majorité des tables rondes que nous avons organisées ou des acteurs que nous avons reçus n'étaient pas spécifiquement concentrés sur la question des établissements privés sous contrat. Le périmètre de notre commission d'enquête, il est important, il est complet. Établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat, et c'est essentiel parce que notre objectif est de protéger tous les enfants, d'empêcher d'autres bêta-rames, quel que soit le type d'établissement scolaire dans lequel des agresseurs pourraient venir ravager la vie d'enfants. Donc nous allons poursuivre notre travail en investiguant dans toutes les directions, en questionnant toutes les responsabilités, et nous avons déjà mené plusieurs contrôles sur place, sur pièce, vous dire que nous emmènerons prochainement un supplémentaire dans un établissement public, et nous chercherons à comprendre comment des faits de violence sexuelles dans cet établissement n'ont pas été identifiés, comment ces signalements se sont manifestement perdus, pourquoi n'ont-ils pas été rapidement traités pour faire cesser au plus vite ces violences. Donc nous avons cette ambition, cette exigence que de répondre au sort, à la situation de tous les élèves dans notre pays. Après, il faudra regarder avec lucidité le cas très particulier des établissements privés sous contrat, dans lesquels aujourd'hui se concentrent manifestement les phénomènes de violence systémique, dans lesquels plusieurs individus, plusieurs agresseurs peuvent pendant des périodes très longues avoir commis leurs crimes. Et en partant pour les identifier et pour demain apporter des solutions, en partant d'observations, d'éléments de constat qui sont centraux, notamment le fait que la proportion d'élèves internes dans les établissements privés sous contrat est 2 fois supérieure à celle qu'on observe dans les établissements publics. Et je le dis parce que c'est essentiel, les élèves internes étant les plus exposés aux violences, en particulier aux violences sexuelles. C'est une donnée de départ, c'est un constat qu'il faut regarder avec lucidité, sans tabou, sans chercher à partir de ce constat non plus à ne se focaliser que sur lui, mais c'est aujourd'hui une évidence que les phénomènes de violence qui nous sont décrits et dont nous avons connaissance, phénomènes systémiques, se concentrent dans les établissements privés sous contrat. Nous n'en avons pour l'heure pas identifié dans des établissements publics, même si dans cela, des individus peuvent avoir violenté physiquement, sexuellement des élèves pendant trop longtemps. C'est bon? Merci à tous. Merci.